Merci. Alors on va passer du petit frisson de la langue au grand frisson du thriller. Je rejoins les maîtres français du genre. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors Maxime Chatham, vous publiez Autre Monde, l'Alliance des Trois chez Albin Michel. Franck Tilliez, L'Anneau de Moebius, aux éditions Le Passage. Et Patrick Graham, L'Apocalypse selon Marie, chez Anne Carrière. Alors messieurs, j'ai eu envie de vous réunir pour parler d'un genre qui a de plus en plus de succès, le thriller. Alors thriller, en anglais, ça veut dire frisson, mais j'ai quand même voulu voir dans l'Encyclopédia Universalis quelle était la définition exacte. Alors, le thriller, c'est tout roman qui, pour toucher le lecteur, s'attache avant tout à déclencher en eux des émotions et des sensations fortes, aussi nombreuses et intenses que possible. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette définition, Maxime Chatham? Oui, si, bien sûr, parce que c'est un genre qui est vraiment en adéquation, je crois, avec la société actuelle. Il y a un vrai succès de la télévision et du thriller, et je pense que c'est pas... il y a des liens entre les deux, notamment le fait qu'un thriller, vous êtes actif sur le premier chapitre, et ensuite vous êtes happé par l'histoire. Et finalement, c'est un roman dont on ne fait pas l'effort de lire. Et j'insiste sur le mot effort, parce qu'aujourd'hui, la lecture, pour beaucoup, ça devient un effort. Patrick Graham. Je me méfie un petit peu de ces définitions. Je crois que le thriller, c'est une définition élargie du roman, effectivement. Et c'est quelque chose qui, comme le disait Maxime très justement, attrape le lecteur, l'aspire, et un petit peu comme on avait l'habitude quand on était môme avec les BD cachés sous sa couette avec une lampe torche, à faire tourner les pages et à essayer de savoir à tout prix, pas forcément la fin, mais la suite. Ouais, moi je faisais ça tout le temps. Et c'est ça le thriller, c'est quelque chose qui vous fait basculer à l'intérieur d'une histoire et vous devenez acteur de cette histoire. C'est vraiment le polar au sens large, mais avec toutes les recettes, j'aime pas le mot, mais toutes les techniques, toute la passion qu'on avait en tant que lecteur aussi de BD. Passion et technique, vous avez raison. Franck Tilliez. Oui, donc votre définition, je la trouve très juste. En fait, en définitive, je pourrais comparer ça à un saut élastique. C'est un moyen pour nous, auteurs, de transmettre au lecteur des sensations très fortes en un instant très bref, qui est celui le temps d'une lecture. C'est-à-dire, voilà, quand on est à un saut élastique, on saute et on a un tas de sensations qui nous font peur, qui nous effraient, qui nous procurent de l'angoisse, et en même temps on a un plaisir immense, on est happé vers le bas, et c'est exactement ça, c'est un vertige, et quand on lit un thriller, on est happé dans l'histoire. Bon, on reviendra tout à l'heure avec le saut à l'élastique que vous nous proposez dans le Un bon thriller, ce serait un saut élastique, mais sans élastique. Ah oui, exactement, et sans s'écraser quand même. Voilà. Bon, bah écoutez, on va tenter ça ce soir, hein, tous les trois. Je vais commencer par vous, Maxime Chatham. On vous connaît pour votre trilogie américaine dans les années 2001-2004, 400 000 exemplaires. Vous êtes ce qu'on appelle le maître français du thriller. Vous avez ce titre-là, faut le défendre maintenant. Oui, c'est comme ça. Très bon comme titre. Bon, il y a des challengers, on va le voir aujourd'hui, il y a beaucoup de challengers. Là, vous avez fait une pause. C'est-à-dire, on a l'impression que Maxime Chatham en avait assez de faire peur aux adultes. Il voulait voir s'il était capable de faire peur aux adolescents. Parce que là, vous entreprenez une trilogie, ce qu'on appelle une trilogie adolescente. Vous en avez lu Seigneur des Anneaux, Narnia, tout ça. Oui, en fait, c'est ma récréation. Vous parliez de pause tout à l'heure, c'est vraiment ça. C'est qu'entre deux romans policiers qui demandent une structure narrative complexe, beaucoup de déplacements, de préparation, il y a une petite latence de 2-3 mois que j'utilise à faire cette petite pause récréative qui me permet de faire des romans qui sont un hommage à toute cette littérature qui m'a vraiment, moi, porté vers la lecture quand j'étais adolescent. C'était quoi ces lectures? C'était Mark Twain, c'était Tolkien, c'était Stephen King, c'était Golding, Salinger, beaucoup d'auteurs qui m'ont vraiment montré que la littérature compensait ce que la réalité n'offrait pas finalement. Toute cette absence d'aventure, avec un A majuscule, elle existe dans la littérature. Et parce qu'on s'approprie les mots et qu'on finalement l'histoire, l'idée, l'imaginaire du roman jaillit dans notre esprit à soi en tant que lecteur, tout devient possible grâce à la littérature. Alors là, on va quand même aller dans l'autre coin du ring et voir les challengers pour les présenter. Alors Franck Tilliez, vous avez parlé de saut élastique et de peur
Et on peut dire que dans votre livre, l'anneau de Moebius, on est dans ce domaine-là. Alors vous êtes, j'allais dire, là j'ai mis 2 Américains en face, hein, parce qu'ils sont de culture, leur nom, et vous êtes le ch'ti du thriller, vous, on peut le dire. Ah oui, oui, je suis le ch'ti du thriller. En fait, j'y suis venu vraiment avec un de mes romans précédents qui s'appelait La Chambre des Morts. Oui, qui a été adapté au cinéma d'ailleurs. Qui a été adapté au cinéma et qui se passait en plus dans la région du Nord. Et c'est vrai que moi j'ai cette culture aussi très américaine. J'ai le même terreau. J'étais un fan de Stephen King. Enfin, c'est avec lui que tout a débuté. Et je me suis dit voilà, il y a le thriller américain et moi je suis français. J'aimerais bien faire quelque chose qui se passe chez nous et qui se passe dans ma région. C'est vrai que j'écris des histoires qui, pour la plupart du temps, se passent en France effectivement. On a oublié de dire, en ce qui vous concerne, Franck Tilliez, que vous êtes plutôt informaticien. Vous avez travaillé chez Arcelor avant que ce soit ArcelorMittal. Formation très scientifique, oui. Alors on va traverser, je ne vais pas dire l'Atlantique, mais voyons, Patrick Graham, vous, votre itinéraire est du même ordre? Moi, je suis pilote d'avion de formation. J'ai donc oui une formation scientifique et je suis aussi dans la finance. Mais c'est votre surnom, c'est enfant du Da Vinci Code. Enfant de du Da Vinci Code, non? Oui, on va dire oui. On va dire oui. Oui, oui. Mais ouais, c'est l'idée, c'est ça. On poursuit pas dans un livre un filon, un créneau. On s'installe pas là-dessus. Ouais. C'est beaucoup trop long d'écrire un livre. C'est quelque chose qui demande beaucoup trop de temps pour être prémédité. Donc, on est forcément au carrefour de plusieurs inspirations. De tout ce qui vous a fait, de tout ce qu'on a lu, de tout ce qu'on est allé voir au cinéma. J'ai entendu des noms prestigieux, je les répéterai pas. Les vôtres. Mais oui, mais c'est pour la France ou pour les États-Unis, oui, c'est King, c'est Dan Simmons, c'est Frank Herbert, mais c'est aussi Caldwell, c'est Steinbeck, c'est ces écrivains-là. En France, c'est Dumas aussi, avec sa formidable mécanique du roman d'aventure. Voilà, ma première grande frayeur, c'était Cimetière de Stephen King, quand j'avais 13 ans, sous la tente, un soir de tempête, avec les arbres qui bougeaient. Alors j'en ai rajouté un peu trop, mais parce que ça, c'était carrément la terreur absolue. Le premier vrai bouquin qui m'a donné envie d'écrire un thriller, c'était Cimetière. C'est le bouquin que j'ai eu envie de fermer tellement il m'a fait presque hurler physiquement. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de maintenir cette tension. Ça correspond à la définition qu'on a donnée tout à l'heure. Et de continuer à avancer un petit peu dans cette direction et d'apporter chacun un petit peu sa pierre. Bon, alors, on va voir comment vous avez réussi à nous faire peur, comment vous avez organisé ça. Donc on va regarder vos romans un par un, mais n'hésitez pas à réagir sur les romans. Tout à l'heure de Challenger, moi j'y vois plus une dynamique générale. Vous voyez, la vraie grande différence aujourd'hui, je sens, entre la littérature classique et le monde du polar, je crois que c'est qu'il y a une volonté de non-concurrence. On se met pas en concurrence les uns les autres. On est au contraire ensemble et on en discute. Et je crois qu'on a tous envie de tendre vers une dynamique de l'écriture et des idées plus que vers une concurrence. Franck Tilliez, vous dites rien, vous êtes d'accord avec ça? Exactement. Et de toute façon, on s'est déjà réunis naturellement par nous-mêmes. On lit les livres. Enfin, moi, Maxime Chatham a écrit 9 livres. J'en ai lu 7 de ses livres. Vous le mettez dans vos auteurs? Je suis fan. J'hésite pas à le dire. Et en fait, on se lit parce qu'on s'apprécie. Patrick Graham, quand j'ai lu son premier roman et celui-ci, ça m'a fait halluciner. Donc, on s'apprécie vraiment en tant qu'auteur, on se retrouve parce qu'on a les mêmes influences, on a le même fondement et on aime ce qu'on fait. Non, mais vous avez raison de le signaler parce que c'est un peu singulier dans le milieu de la littérature. C'est vraiment ça, c'est cette découverte moi que j'ai eue, qui se fait un petit nouveau là-dedans, cette découverte de l'absolue non-concurrence et de la fraternité entre écrivains de thriller. Bon, alors, allons-y dans la fraternité. L'Alliance des Trois. Alors Maxime Chatham, là on commence avec un ouvrage qui est construit autour d'une apocalypse. C'est-à-dire qu'il y a une catastrophe naturelle. De cette catastrophe naturelle va naître théoriquement un nouveau monde. Mais les choses ne vont pas se passer aussi bien que ça. Alors donc on commence par une tempête à New York et après cette tempête il y a des rescapés et ces rescapés sont des enfants. Et il y a dans ce livre quelque chose que l'on retrouve dans ces sagas adolescentes. Les enfants sont en charge de sauver le monde et de refonder une nouvelle humanité. Est-ce que c'est ça le projet? C'est exactement ça. L'idée de départ, c'était de me replonger dans des sensations que j'avais eues en tant que lecteur en lisant Mark Twain, Tom Sawyer, en lisant Sa Majesté des Mouches de Golding, et d'essayer de faire quelque chose entre les deux, c'est-à-dire un roman d'aventure un peu fantastique, mais dans lequel finalement le personnage principal, c'est la vie. Et finalement, c'est difficile à croire quand on voit la couverture, comme ça c'est un monde très connoté fantastique, mais un des livres qui m'a servi de pivot pour raconter cette histoire, donc ce sera sur le long terme, c'est Le Paradis perdu de Milton, parce que c'est un livre sur la perte de l'innocence, et finalement sur ce que c'est que l'innocence aujourd'hui dans notre société, et qu'est-ce que c'est que la responsabilité. Est-ce que les enfants sont
entre guillemets, aussi immatures, aussi irresponsables qu'on ne le dit parce qu'ils n'ont pas 18 ans légalement. Est-ce que les adultes, quand on voit ce qu'ils font du monde aujourd'hui, sont si matures et responsables? Oui, alors dans votre livre, on va le dire, parce que tout de suite, il faut poser cette opposition entre les enfants et les adultes, qui sont appelés des cyniques. Carrément, les enfants sont des pans. Donc c'est-à-dire on est du côté de l'innocence. Ici on a 3 jeunes gens qui vont être ceux qui vont porter cette espérance. Et alors il y a cette tempête, on a une catastrophe et bien sûr ils vont aller dans une île. Il y a eu des mutations, des mutants. C'est-à-dire que les adultes sont devenus ces cyniques et le premier adulte qu'ils rencontrent, Johnny, c'est quasiment un pédophile. Oui, c'est ça, mais clairement. Et dans le tome 2, ils sont confrontés à un personnage qui s'appelle le buveur d'innocence. Donc là, c'est la même chose. On est dans un monde dans lequel toute la noirceur du monde adulte est présente, mais elle est expliquée autrement, différemment. Et ces personnages-là vont devoir d'abord essayer de comprendre ce qui leur arrive, essayer de restructurer une société avec le modèle qu'ils ont eu et se rendre compte à un moment assez rapidement dans le livre que ça ne fonctionne pas. Et que eux, enfants, eux, adolescents, se disent si nous, on doit faire notre société aujourd'hui, on va la faire autrement. Comment ? C'est l'histoire de ce tome 1. Voilà, alors comment ils vont faire cette société, comment ils vont y parvenir? Il va y avoir bien sûr tout un certain nombre d'obstacles. Alors revenons à vos héros, 2 garçons, une fille, un noir. C'est-à-dire que j'ai constaté dans vos 2 romans, vous qui êtes d'influence américaine, qu'il y a un héros noir, ce qui est relativement, j'allais dire, rare dans la littérature française. Oui, mais enfin, c'est aussi une représentation normale, je crois, de la société. Et je crois que c'est plus intéressant d'avoir un éclairage différent à chaque fois. C'est pour ça qu'il y a un trio. C'est le trio du conte en général, hein, la légende arthurienne, Tom Sawyer, c'était ça. Il y avait Huckleberry Finn et Becky Thatcher. Et là, on retrouve finalement donc ce héros, personnage fort, avec un personnage secondaire qui va apporter un éclairage intéressant à ce héros. Et puis à un moment, être celui sans lequel on ne peut pas réussir. Et puis cette femme, qui est donc personnage d'un sexe opposé. Ça me permet, moi, en tout cas, d'avoir des personnages avec lesquels on se sent bien, j'espère. Alors, autre chose qui est très symptomatique de l'époque, c'est que c'est un roman d'initiation. Ces jeunes gens vont petit à petit apprendre, par exemple, à se défendre, à manier les armes. Et dans les romans d'initiation, on apprend les choses par rapport à une innocence. Et là, on apprend les choses par rapport à ce qu'on sait des jeux de rôle. C'est-à-dire que c'est tout à fait intéressant de voir que vos héros régulièrement disent « Ah, je ne pensais pas que c'était comme ça tuer ». Parce qu'ils ont déjà l'expérience, mais une expérience virtuelle. C'est ça, c'est que dans cette société aujourd'hui où toutes les émotions qu'on nous donne sont en partie préécrites, préinscrites et virtuelles, ces personnages-là sont confrontés à ce qu'est la grande aventure et se rendent compte que c'est pas drôle. Et d'ailleurs, le livre par moment est plus dramatique que du côté de l'aventure, lorsque le héros est amené à devoir se battre vraiment avec une arme et qui va devoir tuer l'individu qui est en face de lui, il en ressort littéralement traumatisé, couvert du sang de l'adversaire et c'est pas du tout la grande aventure qu'il espérait dans les jeux. Oui. Et ça, c'est très symptomatique, je veux dire, d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une jeunesse qui a une expérience virtuelle des choses qui, heureusement, n'a pas eu à mettre en pratique dans la réalité ce qu'elle a appris dans les jeux vidéo. Et je trouve que là, c'est très en prise avec les jeunes gens. Est-ce que vous étiez de ces jeunes gens qui... j'allais dire, ont fait leur initiation dans les jeux virtuels avant de se retrouver dans la vie, Maxime Chatham? Oui, en partie les jeux de rôle, les jeux vidéo, moi c'est ma génération aussi, hein, j'ai grandi dans les années 80, tout ça s'est développé et j'en fais partie, j'y fais d'ailleurs des clins d'œil nombreux dans le livre. Oui, absolument, parce que vous faites les citations et vous les faites clairement. Vous, Frontilliez, est-ce que vous avez joué? Est-ce que vous jouez encore peut-être même? Oui, non, mais moi j'étais un gros joueur et c'est vrai que j'ai eu du mal à m'en extraire. C'était addict, comme on dit? Oui, j'étais addict. Interdit de casino après? Oui, non, mais je suis très très joueur. Moi, le hasard, tout ce qui est aussi hasard, tu parles de casino, mais tout ce qui est hasard, ça me passionne. Mais je me suis forcé à m'en extraire pour pouvoir me consacrer à autre chose, parce que c'est vrai que le jeu, c'est très bien, ça développe l'imaginaire, mais en même temps, c'est très absorbant. Ça consomme beaucoup, et donc il faut... On devient que consommateur. Oui, exactement, oui, il faut être actif. Patrick Graham. Oui, même chose. Ça fait partie des discussions qu'on a avec le groupe, avec Levenbrück, Descos, avec toi, quand on est. Enfin moi, en tout cas, je suis un vieillard. Moi, je suis une génération où c'était Donjons et Dragons et où on s'attend à travers le Vatican et ce que j'ai pu faire. Et vous aviez des amis au Vatican d'ailleurs. Un ami au Vatican. Oui, vous l'avez toujours, voilà. Non, mais est-ce que vous avez aussi vos petits informateurs personnels? C'est nécessaire, on peut difficilement. Alors après, il y a des pays où c'est plus simple. Les États-Unis, on a accès très simplement à beaucoup de choses. Alors qu'en France, il faut des démarches administratives très longues, très complexes. Donc mieux vaut avoir des gens qui vous font rentrer par la petite porte à l'Institut médico-légal pour poser des questions précises.
aussi. Oui, mais ça s'est passé exactement de cette façon-là. J'ai rencontré, mon carnet d'adresses de personnes s'est élargi avec les rencontres que je faisais avec les lecteurs. On connaît d'abord un policier. Le policier nous présente au médecin légiste parce que c'est pas des gens qui sont facilement accessibles. Le médecin légiste nous permet d'accéder à des strates de plus en plus complexes qu'on n'accéderait pas comme ça de manière spontanée. Et c'est vrai que toutes ces personnes-là nous aident énormément dans la construction de nos romans parce qu'on doit parler de choses qu'on ne connaît pas forcément au début. Franck Tilliez, l'assaut élastique. Alors voyons voir un peu ce que c'est que cet anneau de Moebius. En voici un. Oui. Je vous le remets. Alors expliquez-nous sa singularité mathématique, physique de l'anneau de Moebius qui organise tout votre livre. Voilà, oui, exactement. Donc, tenez-le bien, voilà, comme ça. Cet anneau de Moebius, c'est cette espèce de 8 couchés qui représente un peu le symbole de l'infini et qui est une figure impossible, enfin censée être impossible. C'est-à-dire, c'est un anneau qui n'a qu'un seul bord. Voilà, si vous mettez votre doigt sur, là, vous faites tout le tour. Oui, si on part de l'extérieur de l'anneau et qu'on suit rigoureusement l'anneau, on se retrouve à l'intérieur, sans lever le doigt. Voilà, alors on va d'abord dire un peu l'histoire. Justement, en quoi votre livre est un anneau de Moebius. On va partir du fait de ce garçon, Stéphane, qui a des rêves prémonitoires. Ces rêves, il a, on va dire, 6 jours d'avance, 6 jours et 20 heures sur une réalité, c'est-à-dire une petite fille que l'on a retrouvée morte dans une carrière. Et tout le livre est construit autour de l'idée, est-ce qu'il va parvenir à mettre ses rêves, j'allais dire, à l'égal de la réalité? Alors, c'est une histoire qui se passe sur 12 jours et 12 nuits. Oui. Donc, il y a énormément de chapitres. C'est presque du temps réel, de l'heure par heure, en fait. Et effectivement, il y a un personnage... alors, en fait, il y a 2 histoires en parallèle, mais il y a un... Bien sûr, pas justement parce qu'il y a 2... Oui, voilà, il y a une vraie histoire policière avec un policier qui débute et qui tout de suite va être plongé dans les ténèbres un peu de tout ce qu'on peut trouver dans les romans policiers. Et en même temps, il y a une deuxième histoire qui est ce personnage qui rêve et qui va avoir des visions fragmentées de son futur, puisqu'elles interviennent par des rêves très courts. Il rêve le premier jour, il se pose des questions, il rêve le deuxième jour, il se rend compte que ce fragment, ça a l'air de ressembler à une suite de ce qu'il a rêvé précédemment. Et à partir de là, il va se dire, mais ça a l'air d'être mon futur. Et il va se mettre à enquêter, et il va se voir faire des choses assez horribles. Hein. Vous avez parlé il va entendre à la radio qu'il est poursuivi pour le meurtre d'une fille qu'il ne connaît même pas. Et dans son présent, il va se mettre à enquêter sur ce qu'il entend dans ses rêves. Et donc cette petite fille, par exemple, il va la chercher. Il va se dire, mais qui est-ce? Mais est-ce que le fait de faire ça, justement, est-ce qu'on ne crée pas le futur? La question que je me pose dans le roman, c'est si on avait la connaissance du futur, c'est-à-dire si moi-même, après-demain, je sais que avec ma voiture, je vais renverser quelqu'un dans une rue très proche d'ici, ben voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois m'enfermer dans une pièce est-ce que je dois m'enfermer ou au contraire, est-ce que je dois faire comme si de rien n'était? Mais est-ce que le fait de s'enfermer, par exemple, ça ne va pas créer l'accident, justement? Bon, Franck Tilliez, on pense à Retour vers le futur. Oui, non, mais voilà, c'est un peu toutes ces influences-là. C'est Retour vers le futur. On en parlait tout à l'heure des influences des années 80 qui sont les nôtres. Moi, j'ai aussi d'autres influences que sont l'effet papillon, que sont des films où on a un principe de départ. Et à partir de ce principe, on fait découler une histoire qui est très, très logique. C'est un principe qui ressemble à de la fiction. On voit son futur. Et à partir du moment où on possède cette faculté, derrière, tout est très logique. C'est-à-dire comment on fait pour enrayer le mécanisme, comment on fait pour l'adopter, comment on fait pour gérer cette situation. Alors, ce qu'il y a de singulier chez vous aussi, c'est la noirceur. Et ce sont les ambiances. On parlait de musée. Vous êtes allé, c'est le musée du Puy-Trin, qui est une sorte de musée des horreurs, dans lequel on trouve tout un tas d'horreurs anatomiques. Et il y a des pages. Ici, j'en lirai peut-être un passage tout à l'heure où vous le ferez, parce que ne serait-ce que la diction, le nom des maladies, déjà, c'est déjà un exercice de diction. Alors, cette noirceur, pour vous, quelle est sa fonction dans vos romans? Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est tout ce qui est déviant à la société. C'est un peu ce qu'on retrouve dans la majeure partie des thrillers, c'est-à-dire on prend les dysfonctionnements, ce qui est en dehors des lignes droites. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces choses-là existent réellement. Et moi, j'ai envie de les expliquer. C'est-à-dire, moi, je les découvre. Et je me dis, mais c'est hallucinant que ça existe, que ces choses-là existent. Et j'ai envie de les faire découvrir à mon lecteur. C'est toute cette noirceur qui me... Mais ça, on revient aux influences. Et je me souviens, j'avais 14-15 ans et il y avait ces films d'horreur, ces séries B qu'on voyait à la télé. Et je descendais comme ça, parce que ça passait à 23 h et je les regardais, mais j'étais partagé entre la terreur de regarder et le plaisir. Mais là, regardez à travers les doigts. Oui, on regardait à travers les doigts, on était terrorisés. Moi, j'ai un film, mon film noir, c'est L'Exorciste. Ça m'a fait cauchemarder. Mais moi, c'est Martine, moi. Ah oui, Martine. Mais chacun son cauchemar, oui. Exactement, et voilà. Et en même temps, je me suis dit, c'est génial d'avoir ce sentiment. Et c'est ce que j'essaye de retranscrire aujourd'hui, c'est-à-dire j'ai envie de transmettre. Mais encore aujourd'hui, vous aimez avoir peur? Oui, mais j'adore avoir peur. Et c'est difficile de trouver des bons films qui font vraiment peur, comme on avait peur quand on avait
15 ans, quoi. C'est ça que j'essaie de retranscrire. Des peurs d'enfants, de les alors, rappeler. attendez, justement, vous dites, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, les moyens techniques étant très sophistiqués, on devrait accéder à la peur beaucoup plus facilement, à la Justement, fabriquer, on non? s'éloigne peut-être de la simplicité, parce que la peur, en définitive, c'est quelque chose de très primal, de très instinctif. Et les effets spéciaux, tout ce qu'il peut y avoir autour, ça enlève, ça rajoute de la chair autour du squelette, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le squelette, c'est ce qui est pur. L'exorciste. Justement, on va parler de. Regardez, je vous ai surligné un passage qui correspond un peu à ce dont je viens de parler concernant les horreurs. Si vous pouvez nous le lire. J'essaie de bien lire. Voilà, parce que allez-y. Ils s'engagèrent dans une salle remplie d'étagères, sur lesquelles vieillissaient, derrière des vitres, des centaines de membres de squelettes ou de pièces en cire. Sylvie s'approcha, les doigts sur la bouche. C'était dégoûtant, bien plus répugnant que les moulages de Stéphane, car ici, presque tout était réel. Il s'agissait de personnes qui avaient vécu, supporté la maladie et surtout souffert. Elle tourna la tête vers un ensemble de mâchoires déformées. Des lésions en plâtre, en bois sculpté, en cire, représentaient des pathologies au nom imprononçable. Le squelette complet d'un homme atteint d'ostéopyrositite pianitique, avec des tibias en lame de sabre, puis encore des syphilis osseuses, des kystes gliamoteux, des bassins dystociques, des tuberculoses ostéo-articulaires, des ostéomyélites chroniques, des calvicieux, des ostéosarcomes pulsatifs. Tout ce que la nature pouvait produire en horreur, en violence de chair, paradait ici à Dupuytren. Voilà, j'ai eu du mal à les prononcer. On vient de faire une publicité pour ce musée, le musée Dupuytren, qui va être envahi de tous les jeunes gens qui veulent voir ça. C'est un cabinet des merveilles, en fait. Oui, voilà, c'est un cabinet des merveilles. Voilà, des cabinet des curiosités comme il en existait au 19e siècle. Parce qu'en même temps, il faut comprendre que tout ça, c'était pour apprendre. C'était généralement lié à la faculté de tous les médecins, je pense que tous les médecins, les psychiatres passent par ce musée pour savoir... Est-ce que Franck Tilliez se fait pas peur? J'ai dit, mais pourquoi je suis fasciné par cette monstruosité? Non, mais au contraire, alors on me dit souvent, vous devez faire des cauchemars hallucinants, mais je ne fais plus de cauchemars parce qu'en fait, en définitive, vous vous soignez donc en écrivant. Je crois que mes cauchemars sont là. C'est un moyen d'extraire un peu toute cette partie très sombre qu'on possède tous à plus ou moins grande échelle. Oui. Et peut-être que si je n'avais pas écrit, l'éternelle question, si les auteurs de thrillers n'avaient pas écrit, seraient-ils des tueurs en série? Justement, non, mais parce que dans ce livre, vous traitez aussi de ces fascinations adolescentes pour certains héros, comme Johnny Depp, Mickey Rourke, il y a dans la chambre, c'est ça, et de certains films. Vous parlez de From Hell, vous parlez de ces films-là. Seven. Tous ces films, moi j'ai des vraies influences. Je mets toujours, par exemple, un livre. Ça m'est arrivé de parler dans mes romans d'un livre de Thomas Harris, de dire voilà, il faut lire. Enfin, c'est un peu des clins d'œil, mais c'est des influences qu'on revendique clairement parce que ça fait partie aussi de notre écriture. Et de votre culture. Exactement, c'est notre culture. Voilà, donc l'anneau de Moebius, on a parlé de saut élastique, là, et vous avez vu tout ce qu'il faut aller au musée Dupuytren pour avoir une toute petite idée. Voilà. Et il y a encore bien d'autres choses dans cet anneau de Moebius. Alors Patrick Graham, l'Apocalypse selon Marie. Alors je disais, vous étiez un enfant du David Cicode. Alors vous êtes plus dans les religions, dans tout ce qui est l'Église, le complot. Quel est votre univers avant qu'on rentre dans ce livre-là? L'univers vraiment qui a fait démarrer l'Évangile selon Satan, c'est beaucoup plus le nom de la rose, pour la noirceur et l'espoir qu'il porte aussi. C'est vraiment beaucoup plus ça. C'est cette influence, ce déclencheur. Moi, j'ai voulu explorer cet univers-là à travers les recherches que j'ai pu faire via ce fameux ami au Vatican qui m'a pratiquement livré l'histoire et il suffisait ensuite, comme disait Mozart, il n'y a plus qu'à l'écrire. Malheureusement, il faut l'écrire, mais voilà, je savais que je tenais une histoire, donc il y a vraiment voilà, mais l'Apocalypse selon Marie, c'est autre chose. Alors, essayons de dire ce qui se passe toujours. Alors, le problème pour parler de vos livres, c'est qu'il faut en parler, mais pas donner tous les ressorts. Voilà, c'est un petit peu difficile. Alors, donc là, cette idée, on parle d'une jeune fille qu'on retrouve, Holly, qui est au milieu d'un stade. Cette jeune fille doit sauver l'humanité. Elle est là, elle va sauver l'humanité. Pourquoi cette jeune fille sauverait-elle l'humanité? Tout le livre va d'abord nous expliquer en quoi cette jeune fille possède un antidote contre une maladie qui pourtant semblerait ne pas en être une, l'immortalité. Est-ce que c'est ça que vous vouliez traiter? Moi, je pense que nous, humains, je me permets cette comparaison avec les virus, nous sommes des virus, nous contaminons l'organisme que nous habitons. Le problème, c'est que contrairement aux virus, nous en avons conscience,
Le problème, c'est que contrairement au virus, nous avons besoin de l'organisme que nous contaminons et que nous sommes en train d'entrer dans une autre logique qui va peut-être courir à notre perte ou en tout cas à un changement profond, qui est effectivement, comme vous le disiez, le fait que nous vieillissons trop. Il y a deux sortes d'êtres pour schématiser. Il y a les êtres asexués et les êtres sexués. Les êtres sexués s'adaptent, meurent et s'adaptent, et c'est parce qu'ils meurent qu'ils s'adaptent. On constate dans nos sociétés qu'on vieillit de plus en plus, qu'on refuse l'idée de mourir, qu'on repousse le plus possible ce que j'appelle dans le livre le facteur mort, et qu'à cause de cela, génétiquement, on s'appauvrit, et qu'on risque, à force de tendre vers cette immortalité, on risque finalement de devenir des immortels, mais pas des invulnérables, et de rejoindre le rang des algues, le rang des êtres asexués, qui, eux, ne se reproduisent pas, qui, eux, ne transmettent pas un patrimoine génétique, sont toujours à l'identique, sont immortels, mais pas invulnérables. Au premier coup de froid, vous disparaissez. C'est un peu ça l'idée. C'est d'abord une tempête, c'est d'abord un fléau qui se répand. Qui n'est pas Katrina, comme vous le dites, même voilà, si ça qui n'est surtout pas, qui n'est pas Katrina, mais qui est une tempête. C'est Oli plus la tempête, avec ses pouvoirs qui sont en elle et qui vont augmenter à en devenir très dangereux. On en revient sur Charlie de Stephen King. Il y a aussi de cette ambiance-là. C'est une tempête, mais derrière cette tempête, il se passe autre chose. Et des scientifiques sont assassinés parce que eux savent que cette tempête n'a rien de naturel et que c'est quelque chose qui recommence, qui a commencé la préhistoire et qui se reproduit à nouveau et qui va se reproduire jusqu'à l'extinction totale de l'humanité. Mais derrière cette tempête, et c'est toujours ça un auteur de thriller, on met en place un arrière-plan, un prétexte entre guillemets. Derrière cette tempête, il y a la rencontre entre deux personnages qui sont Mary Parks, qui est la profileuse médium de l'Évangile selon Satan, et Holly Amber Abscombe, cette petite enfant black des quartiers pauvres de la Nouvelle-Orléans. Sans cette tempête, jamais ces personnages ne se seraient rencontrés. Et c'est ce qui m'a toujours frappé, c'est ce qui m'a toujours impressionné et inspiré, c'est le côté christique des personnages innocents. Ce sont eux en fait qui portent le monde. Marie et Holly, c'est ça. Elles n'ont absolument aucune conscience de l'enjeu. de Dieu. Voilà. Elles s'en fichent complètement d'ailleurs. C'est pas leur problème. Leur problème, c'est qu'elles découvrent qu'elles s'aiment. Marie découvre qu'elle peut aimer une enfant, qu'elle peut devenir une mère, et elle va découvrir qu'elle peut aimer Holly. Et son autre partie sombre va découvrir qu'à travers Holly, elle peut sauver l'humanité. Elle va avoir un choix à faire. Sauver Holly ou sauver l'humanité. Elle ne peut pas sauver les deux. Alors ce qui est mignon, c'est que vous dites que Holly, c'est votre fille. Vous dites que vous avez une très belle formule pour dire que votre fille est attachante. Attachante, profondément attachante. Donc, adorable et collante. Et Holly, c'est ça. C'est exactement comme Charlotte dans la vie de tous les jours. En fait, ce sont des doubles, ce sont des personnages, Charlotte dans la vie de tous les jours, Holly dans ce monde que j'appelle Outre-monde, qui réunirait tous les personnages de romans et qui attendrait sagement sur un siège le temps que l'auteur reprenne la plume. Et c'est vraiment ça. Je tremble en écrivant, je tremble exactement pour Holly comme je peux trembler pour Charlotte. J'ai acheté un téléphone portable à Holly parce que je veux savoir où elle est. J'ai les boules quand un garçon s'approche de Holly, exactement de la même façon. Oui, vous voyez, tout ça est un petit peu grave. Alors, juste une question. Holly sait qu'elle doit sauver le monde, votre fille? Charlotte pense qu'elle doit sauver le monde, mais franchement, elle s'en moque. Bon, est-ce que ça, vous aussi, vous glissez dans vos romans des personnages familiers ou de votre entourage, Maxime Chatham? Non, ça m'est arrivé de faire un clin d'œil dans un de mes livres avec mon frère, voilà, mais non, c'est pas... J'aime bien tout inventer parce qu'à partir du moment où je vais prendre quelqu'un que je connais, je vais me sentir limité parce que je connais de la personne ou avoir peur de trop ou pas assez en dire. Enfin non, je préfère tout inventer. Ce n'est qu'une aspiration, bien sûr. C'est surtout pas le personnage tel quel. Charlotte, si tu nous écoutes, d'abord à cette heure-ci peut-être pas. J'espère pas. Charlotte, Holly. Voilà. En conclusion, je voudrais dire, d'abord, vous avez rassuré les parents. Les parents qui, ce soir, savent que leur fille qui s'enferme, qui se déguise, qui ne fait que des jeux vidéo, jeux de rôle, qu'il ne lit que des livres de science-fiction, ça va très bien pour lui. Merci. Alors, si vous aviez un livre à conseiller aux jeunes gens qui nous regardent, forcément Cimetière. Il faut commencer par ça. Il faut se traverser ça. Voilà. Tolkien, bien sûr. Lisez Tolkien, relisez Tolkien. Arrêtez d'aller au cinéma. Allez-y si vous voulez après. Mais lisez d'abord le livre parce qu'un livre peut faire des choses qu'un film ne fera jamais. Enfin, vous êtes tous destinés à vous finir au cinéma et être adaptés. Non, mais je reprends souvent ce que font les mômes. C'est t'as lu le dernier Harry Potter? Non, il sort dans une semaine. Avant d'aller au cinéma, qui n'est qu'une adaptation du livre,
lisez le livre, lisez, il en restera toujours quelque chose. Oui, alors, le livre. C'est difficile, un seul. Oui, alors un livre qui n'est pas assez connu, peut-être en France, assez ancien maintenant, Le cycle de Chai de Jack Vance, qui est un cycle de science-fiction qui est très sympathique à lire. Moi, je dirais La ligne verte de Stephen King, parce que c'est un livre qui m'a fait pleurer, quoi, quasiment. Oui, le livre et le film a également beaucoup fait pleurer. Alors, on a parlé de livre, on a parlé de film, une atmosphère très, très visuelle. Vous avez fait un clip pour votre livre. On va le regarder. Je trouve ça très moderne et très intéressant. On regarde le clip de Maxime Chatham, Autre monde, l'Alliance des Trois, chez Albin Michel. Alors, où est-ce que vous en êtes par rapport au cinéma chacun, adaptation, travail de scénario? Quelques propositions, mais rien de concret pour l'instant. Maxime Chatham. Pareil. Pareil, voilà, ça. Il y a des choses qui se sont faites, il y a des tournages qui sont finis pour la télé, mais pour le cinéma, non. Oui, puis moi, bon, il y avait eu La Chambre des Morts qui a été adaptée, et puis il y en a un qui est en cours, qui s'appelle La Forêt des Ombres, qui était un roman que j'avais écrit l'année d'après La Chambre des Morts. Donc, voilà. Bon, j'espère qu'après cette rencontre, on en sait un peu plus sur le thriller, sur les auteurs de thrillers. Maxime Chatham, c'était Autre monde, l'Alliance des Trois, le premier volet d'une trilogie à venir. C'est chez Albin Michel. Franck Tilliez, L'Anneau de Moebius aux éditions Le Passage. Et Patrick Graham, L'Apocalypse selon Marie, chez Anne Carrière. Messieurs, merci. Voilà, c'est terminé pour ce soir. Si vous avez manqué Café Littéraire ou si Café Littéraire vous manque, vous pouvez nous retrouver sur france2.fr. En attendant que la lecture soit bonne, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve le 9 janvier 2009.